cocotte, ça veut dire quoi, maman chérie? Ça veut dire une vilaine demoiselle. Cocotte, l'étrange mot parisien, donnait à ma fantaisie enfantine un sens empli d'œufs et de poules. Je pensais aux divinités des contes, les fées expertes en maléfices, aux mets et boissons ensorcelés. Ce seront des fées, qui sait lesquelles? Gustavo! Et qui sait dans quels obscurs offices elle m'avait embrassé comme on embrasse un petit oiseau en cage. Elle m'étreignit le cou de ses mains canailles, et je fus stupéfait de me voir contre son visage, cette bouche si différente de la bouche de ma mère. Un jour, des jours après, elle m'appela à travers les barrières fleuries de verveine. Tu te sens encore un peu dépaysé, n'est-ce pas? Ici, c'est tout autre chose que les merveilles que tu me décrivais par lettres. L'Inde, si vous voulez, est partout. Si elle n'est pas dans le souvenir, elle l'est dans l'imagination, dans la fantaisie. Pour moi, tout ce qui compte, c'est que tu sois revenu, que tu sois ici, avec moi. Vous allez bien, mère? Bien sûr que je vais bien. Je vais toujours bien quand je te vois plonger dans tes lectures, tes écrits, quand je te vois avec ta collection de papillons. Ne m'en voulez pas, mais quelques idées dignes d'être développées me sont venues à l'esprit. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas, si je vous demande de me laisser seul un moment? L'inspiration. La célèbre et mystérieuse inspiration des poètes. Évidemment que je vais te laisser travailler tranquillement. L'inspiration. Une personne d'apparence hautement spirituelle, sa longue main fine tatouée de veines bleues, sortait d'un poignet de soie. Le livre, édité en lettres vermeilles, resplendissait devant mes pupilles. Les vierges folles. Je me souviens de vous avoir rencontré la première fois au théâtre, pendant un concert de Koupéli. Je peux me tromper, mais ça devait être vous. Après, je vous ai rencontré à la Cultura. Et excusez-moi, vous ne me fûtes pas sympathique. Je savais depuis longtemps que je ne vous étais pas sympathique. Peut-être même avant que vous le sachiez vous-même. J'ai un instinct plutôt vif et infaillible pour pressentir le jugement des femmes à mon égard. Comme vous le voyez, je me livre ouvertement, comme tous les hommes qui font profession de vanité, de coquetterie. Je vous étais antipathique? Ça ne m'étonne pas. Toutes les femmes me trouvent ainsi, avant de me connaître. Mais vous croyez m'être très sympathique, vous? Vous avez au contraire, à mes yeux, des qualités qui éloignent. Avant tout, vous êtes belle. Et de cette beauté que j'apprécie, croyez-moi. Je vous ai peu vu, mais beaucoup observé. Vous êtes vraiment belle. Vous avez de belles dents et une belle bouche. Et vous avez de beaux yeux. Deux yeux d'une douceur servile. Vous avez également le profil que j'aime. Vous êtes vêtu comme j'aime. Et vous marchez aussi comme j'aime. Vous voyez qu'il y avait de quoi faire votre rencontre. Non pas que je craignais de tomber amoureux de vous. Je ne suis amoureux que de moi-même. Mais j'avais peur que vous me plaisiez, voilà tout. Maintenant, ajoutons-y l'auréole littéraire. Des vierges folles. Comme
Comment faire pour vous dire que vos vers n'ont plus? Nombre de vos sonnets me hantent. Amalia, vous avez presque accompli dans votre livre un Virginia. Oui. Vous guidez le lecteur à travers les girons de cet enfer lumineux qui se nomme virginité. Je n'ai pas encore goûté au raffinement de l'art. J'ai seulement effleuré l'essence. L'âme de sa poésie. Une âme un peu amère, un peu malade. Le lecteur idéal est celui qui ressent, qui s'empare presque de l'âme de celui qui écrit. Et vous êtes de cela. Je vous connais peu, mais je vous crois un ami spirituel. Je ne suis pas un ami spirituel. Vous semblez être une vieille connaissance. C'est ancienne que je n'en ai oublié l'origine. Je veux être loyal avec vous dès maintenant. Je peux être tout au plus un interlocuteur intellectuel médiocre. Je ne crois pas à la psyché. Et j'ai un profond mépris pour votre âme et la vôtre et la mienne, à laquelle je n'attribue pas plus de valeur qu'à l'énergie avec laquelle se déplace un verre ou la chlorophylle qui colore un brin d'herbe. Et votre chant, si arrogant même dans la passion, si élevé et pur et chaste, n'est que le cri de votre pudeur convulsive et crispée sur la morsure de l'instinct qui pourvoit à l'éternité de l'espèce. Acceptez-vous comme ami un homme qui vous dit cela? Vous exagérez un peu à dessein vos impressions. Le fait par cette nécessité esthétique qui pour nous, artisans de la parole, correspond au goût avec lequel le peintre ajuste les plis de son modèle. N'est-ce pas? Je ne peux oublier, plus forte que l'antipathie dont j'étais animée, la douceur confuse que vous m'avez procurée durant une lecture de poésie. L'une de vos belles mains était posée sur le bras du fauteuil que vous occupiez, et de l'autre vous souteniez votre front, vous cachant les yeux. Votre main inerte était très proche de mon visage, si bien que d'un bref mouvement, j'aurais pu la mettre sur ma joue et l'y laisser un peu sans parler, comme dans un rêve. Je peux vous dire sincèrement que je n'ai pas été aimée, dans le sens un peu noble de ce mot. J'ai été désirée quelquefois. J'ai détesté quelques ardeurs de la plus pure ou de la plus impure sensualité. Qui sait? Peut-être que je ne mérite rien d'autre. Elle est belle. Oui, elle est belle. Mais elle écrit.
ailleurs. Tu as lu les 4 sonnets de l'illustration? Oui. Celui du couvent est bon. Celui de la maison est encore meilleur. Il y a tout de même un vers exécrable. Et que de sa folle erreur la vertu. Moi, ça me plaît, au contraire. D'Annunzio en a un à accentuer à dessein, précisément comme cela. Labour avec des pleurs à m'affliger. Des conneries à la D'Annunzio. Qui le soutient? C'est qui des M? Dino Mantovani, un important critique. Il la compare à Gaspara Stampa, à Sappho. Il doit vouloir la mettre dans son lit. Il lui fait une de ses cours. Et elle? Et elle, comme toutes les femmes, va probablement se laisser faire juste ce qu'il faut pour se servir de lui. Guido Mantovani veut mettre Guglielminetti dans son lit. Qu'en penses-tu? Mais t'es sûr? Ben sûr, non. Je le suppute. Et c'est logique. Il se démènerait de cette façon pour nous, ce critique. Elle vient d'une très bonne famille. Oui, on dit que c'est quelqu'un d'honnête. Elle est, je vous le garantis. Moi qui connais la famille. Quel dommage. Quoi? Que ce soit quelqu'un d'honnête. Elle est vraiment belle. Si au moins elle était analphabète. Mais elle écrit en plus. Les femmes qui écrivent sont détestables. Quand elles écrivent mal, elles nous agacent. Quand elles écrivent bien, elles nous humilient. Taisez-vous, elle arrive. Ne me regardez pas ainsi. Je suis malade, ne l'oubliez pas. Vous savez très bien regarder. Si bien que de nos rencontres, ce sont vos silences, plus que vos paroles, qui restent le plus gravées en moi. Si, c'est ainsi. Et c'est naturel. Entre nous, il est presque impossible de dire à haute voix des choses profondes et sérieuses. Nous avons trop l'esprit corrosif de l'ironie. Moi, ironique? Vous, oui, vous. Et c'est pour ça, et non à cause de mon affaiblissement physique, que notre dernier entretien était plein de frivolité et de potin, comme un rendez-vous commun de personnes communes. Et nous ne sommes pas des personnes communes. Jamais, depuis que nous sommes proches, je me suis senti l'âme troublée. Moi, je vous aime. Guido. Mais pourquoi n'êtes-vous pas un homme? La montagne vous ferait du bien, Gustavo. Davos serait l'idéal. Non, je n'ai nullement l'intention de m'enfermer
dans quelques prisons neigeuses, stérilisées et mondaines, peuplées de carcasses incurables. Vous voulez comparer ça avec mon refuge parmi les oliviers et le soleil? Je peux comprendre que vous soyez contre, mais ne confondez pas le sanatorium de Davos avec une prison. Non, je n'irai pas. Je souffre du froid. Si je le dois, je préfère mourir à Aguillet ou à Turin, à Sturla ou à Rapallo, en Inde peut-être. Et puis, je me sens bien sur la Riviera. La mer, l'air, la lumière. J'ai le monde entier dans le creux de la main dans mon coin de plage. En bonne compagnie, les pensées deviennent plus légères. Je ne crois pas. On ne fait qu'épier sa propre mort chez les autres. Vous ne vous sentez pas trop seul? Et je suis littéralement entouré d'amis qui ne me laissent pas une seconde de paix. Vous êtes verni. J'ai fait un rêve très étrange cette nuit, et surtout inquiétant. Je me suis réveillé à l'aube à cause de ce rêve. De quoi avez-vous rêvé? J'ai rêvé que je me trouvais au milieu de la campagne. J'étais un arbre au tronc fin, délicat. À un moment, je ne sais pas, quelqu'un me saisit par le tronc et commence à me secouer. Et il me secoue de plus en plus fort, me dit plusieurs fois, élevant de plus en plus la voix jusqu'à crier « Qu'attends-tu pour mourir? Qu'attends-tu pour mourir? Pourquoi tu résistes tant, hein? Pourquoi tu résistes tant ?» Jusqu'à ce que je me réveille, complètement en sueur et sans feuilles. C'est un rêve étrange. Que peut-il bien signifier? Peut-être que c'était moi-même, Qui, l'arbre? l'arbre, mais aussi celui qui le secouait. Vas-y, raconte-moi. Ne suis-je pas ton doux ami, peut-être? Seule l'ombre du nombre est un doux ami. Amalia Guglielminetti. La vie retourne dans le sillon de la mort, comme la lumière revient sur les pas de la nuit. Saint-Bernard. Ah, je suis fatigué de ce l'odyssée. J'ai la nostalgie. De quoi? Mon inguérissable voyageur. Je ne le suis pas. De la santé, de la force, de la sincérité. Tu sais que j'ai reçu de Buenos Aires une lettre de 8 pages de ma grammatica. Une lettre qui lui ressemble. Je pense que quand la petite rentrera au pays, il me sera difficile d'échapper à son enquête tyrannique. Presque insolente. Pourquoi veux-tu la faire souffrir? Ce n'est pas juste. Imagine qu'en ville, j'ai tourmenté une femme pendant des années, simplement parce qu'elle avait des yeux clairs, une mèche de cheveux en pétard, un minois de chèvre et pitoyablement doté d'un gros nez comme le sien. Tu l'aimais? Je l'aimais. Elle m'attirait, voilà. Et cette ressemblance m'électrisait. J'avais l'impression de tenir entre mes bras la célèbre Emma Grammatica. Et d'elle que tout fait venir au théâtre. Je sentais en exclusivité dans mes narines le parfum raffiné à la dernière mode. Mais ça remonte à loin. Mais bientôt la vraie Emma va rentrer. Et elle te demandera des comptes. Mais je la fuirai, au risque de l'offenser atrocement. Fais comme tu veux, mais pense-y bien d'abord. Là, ce sera drôle. Une course-poursuite, comme dans les films. Elle pourrait aussi t'être utile, Guido. Ne l'humilie pas. Tu aurais un pied dans le théâtre, hein? Quel théâtre? Carotins horripilants. Ce n'est pas ça, mon théâtre. Cette petite dame a eu tout le temps qu'elle voulait pour me demander un manuscrit. Au diable, elle ne me trouvera jamais. Car elle, au diable, cette punaise rhétorique. Celle qui joue sans ironie n'est pas digne de monter sur scène. Oh, mais c'est une actrice dramatique. Le fait que son genre rime avec son nom ne suffit pas. Les amours sont tout autres.
À quoi travaillez-vous debout? J'ai sérieusement pensé à me renouveler. J'ai toujours eu une grande passion pour l'histoire naturelle, passion qui égale, voire dépasse mon inclination pour la littérature. D'où l'occasion de mon renouvellement. J'ai décidé de chanter la vie des insectes et des humbles créatures. Et j'ai écrit un poème sur les papillons. Ça sera même le titre, Les papillons. Je trouve que c'est un beau titre. Bref et incisif. Et quand est-ce que ça sera publié? Rapidement, j'espère. J'ai remis le manuscrit il y a plus d'un an. Plus d'un an? C'est une longue attente, je sais. Le motif est que je n'ai pas pu en achever les illustrations. Oui, car j'illustrerai moi-même le livre. Peut-être ne le savez-vous pas, mais à mes moments perdus, je dessine. Et dans ce cas-ci, j'ai pensé être le meilleur illustrateur pour mon œuvre. Oui, moi-même, amateur, plus que n'importe quel grand peintre. Et pourquoi précisément les papillons? Même en tenant compte de votre amour pour eux et vos études en question, pourquoi précisément les papillons? Par amour. Voilà, par amour. La nature, cher ami, n'a pas porté créature plus digne de notre admiration que cet être qui vient sur la scène du monde et tient son rôle sous tant de masques contradictoires. Changeons de sujet. J'ai entendu dire que vous vous occuperiez aussi de cinématographe. Est-ce vrai? Dites-moi. Ah, le cinématographe. J'ai accepté d'exposer mes fantaisies dans un film important. Il est temps de s'opposer à la vulgarité des spéculateurs indignes. Il est temps de mieux utiliser ce moyen pour éduquer les masses, pour prôner une fin esthétique et morale. Vous me demandez si j'aime le cinématographe? Bien sûr que oui. Et j'y travaille avec amour et une grande satisfaction. Je vous donne la primeur d'une information. Dans une semaine, on doit se décider sur un film sur Saint-François. Sur Saint-François? Sur Saint-François. Vous êtes fatigué, amaigri. À force de me l'entendre dire, je devrais être désormais un squelette. Mais toujours charmant. Vous allez bien? Un peu moins bien depuis quelques jours. J'ai eu une période de névralgie très douloureuse et je me suis un peu assommé avec de la phénacétine et de la quinine. Mais ça passera. Le ciel et la mer sont si splendides. Votre image m'apparaît presque avec un douloureux reproche. Quand on oublie vite. Moi, non. Voici. Je suis en train de vous oublier, Amalia. Je suis en train de vous oublier physiquement. C'est un étrange tourment qui donne la mesure exacte de notre grande misère intellectuelle. Bien que je m'y efforce, je n'arrive plus à me souvenir de certains petits détails, de votre figure, de vos mains. L'ovale de votre visage s'efface peu à peu. La couleur de vos cheveux s'altère. L'arc de vos sourcils se déforme. Je me souviens un peu de votre menton et quasiment rien de votre oreille. Et en attendant, ruine imminente, vos yeux et votre bouche restent vivants. Trop imprimés sur ma rétine et sur mes lèvres pour pouvoir les oublier. Vous êtes
méchant quand vous voulez. Et moi, j'y croyais l'être toujours. Je vous aime beaucoup, Amalia. Adieu. J'ai éprouvé pour vous admiration, dévotion, envie, orgueil. Que sont les leurs des misérables sens et les folies de nos nerfs pour qu'il y ait un but qui éclaire sa route? La poésie, comme la vôtre, comme la mienne. Ah, d'un lien comme le nôtre doit surgir quelque chose de plus digne que le sentimentalisme mesquin des petits amants. Nous ne parlerons plus de notre passé et de notre passion. La passion est un obstacle au chemin, et ce qui a été est comme si ça n'avait jamais été. C'est pour cela qu'il est nécessaire de ne plus se voir. Nous ne nous verrons plus pendant longtemps, Amalia. Ma chère Amalia. Pendant de longs mois. Peut-être pendant quelques années. Je veux qu'il en soit ainsi. Dans 2 ans, nous serons encore jeunes. Et nous nous aimerons encore. Plus encore, car épuisés par les nouvelles désillusions de l'entretemps. Et peut-être, nous regardons dans les yeux comme maintenant. Peut-être frémirons-nous encore. Ou plus du tout. Vous serez à d'autres. Je ne souffrirai pas. Je sens descendre sur mon âme, savez-vous, un calme inquiétant. Je sens les muscles de mon visage se détendre dans la posture sereine d'un masque placide. Mais, proche ou éloigné, je vous soutiendrai toujours dans vos entreprises. Fraternellement, mon ami, et non par pas de galanterie, mais par profonde admiration. Oubliant que vous êtes jeune et belle. Je vous aime beaucoup, Amalia. Adieu. C'est un franc et lointain au revoir. Ou à ne plus se revoir. Je suis le messager des dieux. Et ici, il y a une lettre pour toi. Magnifique. Vas-y, mon ange, apporte-moi alors, avec grâce, ton message. C'est une lettre de l'au-delà. 3 fois mystérieux et fascinant, alors on saura le contenu. Je sens déjà un parfum de nectar et d'éternels pétales de fleurs. La voilà, mais ne l'ouvre pas. Et pourquoi? On ne sait jamais. Les messages de l'au-delà sont toujours inquiétants. Et que veux-tu qu'il y ait dedans? Des mots? Mais de qui? Je ne sais pas. De quelqu'un? De quelque belle femme qui s'était prise de moi? De quelque être divin? Tiens, il n'y a pas d'expéditeur. Il ne peut pas y avoir d'expéditeur. Pourquoi? Mais tu t'en vas maintenant? Tu n'es pas curieux de savoir ce qui est écrit? Je ne suis pas indiscret à ce point. De toute façon, tôt ou tard, tu me le diras. Adieu, Gustavo. Angelos, mon ange. Alors les sous. Quand on a le sou, on s'en fout et c'est tout. On sent bien, malgré tout, c'est pour vous et c'est nous. Quand il n'y a pas le sou, on sent bien en dessous. Au souci, c'est qu'on se dit, ah mais si j'avais le sou. Quand il n'y a pas d'on, c'est que c'est bien sans rebond. Si t'es sans fond, c'est les boules pour que je tombe. Si t'as du pain, c'est que t'es bien à l'aise. Si t'as pas de flou, c'est que ça reste pour que ça blouse. Si t'as de la thune, c'est que t'es sûr des dunes. Mais pour la fraîche, c'est que t'es bien à lèche. Et pour pognon, rime avec un piston. Mais pour le fric, c'est que ça reste avec flic. Pour de l'oseille, on conseille et petits veilles. Et quand t'as pas de blé, c'est que ça fait un trembler. Si t'as la
la maille, tu pries toi. S'il n'y a pas de maille, t'es sur la paille pour sauver cette chanson. Au résultat du poète de Paris pour dire quand on a le sou, on s'en fout et c'est tout, on sent bien malgré tout. C'est pour et c'est où. Quand il n'y a pas le sou, on sent bien en dessous. Au souci, c'est qu'on joue. Ah mais si j'avais le sou. Quand il n'y a pas de rond, c'est bien sans bout. Si t'es sans fond, c'est le bout pour ce toi. Si t'as l'hyper, c'est que t'es bien. Si t'as pas de flou, c'est que ça reste pour ce blues. Si t'as la thune, c'est que t'es sur des lignes. Mais pour la fraîche, c'est que t'es bien dans les champs. Dis pour pognon, une avec un pistolet. Mais pour les frites, c'est avec flûte. Pour de l'oseille, on conseille des petits veilles. Quand t'as pas de blé, c'est que ça fait bien trembler. Si t'as de la main, tu cries pas. S'il y a pas de main, t'es sur la paille pour sauver cette chanson. Ah, il faut dire. Quand on a le sou, on s'en fout et c'est tout, on se sent bien malgré tout, c'est pour vous et c'est nous. Si t'as les sous, n'en sois pas fou, car tous les sous ne valent pas nous. Merci. Vous êtes un matérialiste. Ben, absolument pas. Si vous l'êtes, vous prétendez ne pas l'être par élégance, par snobisme, parce que le matérialisme n'est peut-être plus à la mode. Mais vous tous, les intellectuels, les cérébraux de notre époque, vous êtes matérialistes. Vous dites cela à cause de la poésie de cet inconnu que je viens de lire. Non, celle-ci est hors de tout jugement vu que je n'y ai rien compris. Je dis cela parce que je vous ai tous observés avec une grande attention. Mais comment ça, des matérialistes? Nous sommes spiritualistes. Probablement dissimulés par une sensualité plus fine et par une élégance supérieure. Lyriques, élégiaques. Et pour cela, plus arides, plus malheureux, plus faux. Crépusculaire, mystique, plein de lumière. De toute façon, je ne crois pas à l'âme, vous le savez bien. Ce n'est pas vrai. Vous croyez parce que vous souffrez de ne pas croire. Comment ne pas croire en l'unique chose certaine, en la seule réalité que nous avons en nous, plus certaine que n'importe quelle réalité physique, plus évidente que puis-je dire que la rotondité de la Terre, que l'infinité de l'espace. Vous riez. Mais raisonnons. Vous aimez le raisonnement nu? Bien. Voici nos mains qui se serrent présentement. Mais ce ne seront plus les mêmes qui se rencontreront dans 6-7 années. Elles seront différentes, transformées jusqu'à la dernière parcelle. Tout notre corps sera transformé. Nos êtres iront à la rencontre l'un de l'autre, s'appelant par leur nom, se souriant, et seront comme deux inconnus qui se voient pour la première fois. Et pourtant, rencontreront avec la même effusion, n'est-ce pas? Nous nous rencontrerons avec joie et nous serons toujours nous. Je le sais. Notre amitié sera inchangée. Et nous parlerons du passé. Nous parlerons des jours devenus lointains, comme d'une chose présente. Vous voyez, il y a donc, sous l'apparence du corps qui change, une chose qui ne varie pas. Un élément spirituel qui enregistre les changements de la matière. Comment ne pas croire à une telle preuve?
Chère mère, nous sommes de sortie à Colombo, la capitale. Tu te rends compte? Colombo, un nom italien dans la lointaine Inde. Nous serons de retour au pays dans les premiers jours de mai ou vers le 15. La santé est toujours bonne. Ceylan est un paradis qui ne lasse jamais. Mais je pense avoir des obligations à la maison et je ne veux pas prolonger autrement ton inquiétude et ton attente. Qu'après la beauté de la végétation trop gigantesque et trop monstrueuse de Ceylan, trop gigantesque et trop monstrueuse, je pense presque avec soulagement au vert tendre et reposant du Canavese. J'espère que nous passerons un été tranquille et serein, tu verras. Mais sois certaine que si tu es impatiente de m'embrasser de nouveau, je ne le suis pas moins. Si tu es impatiente de m'embrasser de nouveau, je ne le suis pas moins. Gustavo, mon fils. J'ai la mer face à moi et vous n'êtes pas ici. Quelle chose étrange. On salue une personne, on monte dans le train, on roule, on descend, on regarde autour de soi et la personne n'y est plus. Comme si elle était morte. Reste imprimé sur la rétine quelques gestes de cette personne, quelques notes de sa voix, une très vague aura, rien d'autre. Que c'est étrange. Il était temps de mettre entre nous deux de nombreux mois et de nombreux kilomètres. Non pas que j'étais prêt à commettre quelque folie. Malheureusement, je n'ai pas aimé jusqu'à présent et peut-être n'aimerai-je plus. Si je ne vous ai pas aimé, vous, je n'aimerai jamais. Même mon désir de vous commençait à m'échauffer les sangs avec une cruauté effrayante. L'idée alors d'unir une volupté âpre et désespérée à la beauté spirituelle d'une intelligence supérieure comme la vôtre s'avérait pour moi humiliante, monstrueuse, intolérable. Quand je sortis l'autre jour de votre salon, avec la première empreinte de votre bouche sur la mienne, il me sembla avoir profané quelque chose de nous. Quelque chose de bien plus grande valeur que ce bref spasme de nos nerfs. Il me sembla avoir dispersé, pour un instant d'égarement, non, de faiblesse, ce trésor que nous avons accumulé tous les deux pendant si longtemps, avec tant de peine. Et avant-hier, quand vous êtes descendu, vos vêtements, votre chapeau, vos cheveux en désordre, et m'avez laissé si seule dans ce regard fiable. Sur le chemin des retours, je sentais la plaque, marteau horrible, bruit fracassant de vitres, je ressentais la cruauté de vos temps. Je suis rentrée à la maison avec un seul désir, partir. Mais pourquoi? Et aujourd'hui même, je suis face à la mer. Je suis heureux. Je ne désire rien. Je ne vous désire pas. Je ne désire pas la présence de ma mère, ni celle de mes amis. Je me laisse vivre. C'est doux.
Les médecins m'ont promis qu'après environ 2 années de vie en mer, je rentrerai au pays sain et fort pour toujours. Je me souviens d'avoir surpris Guido au crépuscule d'un jour serein, assis dans l'escalier d'un cimetière. Je ne me souviens plus duquel. De Saint-Hilario, il me semble. Oui, de Saint-Hilario, avec le petit bassin vert plein de papillons et de fleurs. À côté de lui était assise une jeune fille blonde, avec autour du cou un collier de corail. Elle était très belle, mais sourde-muette. Guido lui parlait avec des gestes, et il émanait de lui une extraordinaire tendresse dont je n'ai plus jamais vu l'équivalent. Et elle, totalement amoureuse, se tenait à côté de lui, brûlée par le soleil et riant. Et elle le regardait avec de ses yeux. Et alors? Ça s'est fini comment? Je ne sais pas, j'ai admiré la scène, mais après, par discrétion, j'ai préféré ne pas me faire voir. Quand j'ai revu Guido, elle n'était déjà plus là. Elle n'est plus jamais réapparue. Le côté suggestif de la poésie de Guido se trouve dans la façon dont il contemple la nature, le temps, les fables des hommes, comme celui qui se tient sur le seuil des morts et voit la lumière du jour. Je veux que l'image de moi soit âgée toujours de 20 ans, comme dans un portrait. Mes amis, vous ne me verrez pas courbé par les ans, tremblant et défait. Tu ne vieilliras jamais, Guido. Je te le dis. Moi qui ai vu comment tu es. Et toi ta poésie et moi la mienne. Je n'ai aucune raison qui m'empêche de te dire que tu es grand. Et qui en a jamais douté? Foutaise, le seuil des morts. Boire la lumière du jour, que d'élucubration. Tu es grand parce que je te sens grand parmi trop de gens qui baragouinent leurs vers boiteux et mous, ou trop cuits au soleil de la rhétorique, et de la pire manière. Tu es grand parce que tu sais descendre dans la douleur du temps qui passe. Le temps qui passe. Quelle banalité, non? Mais la réalité est banale, messieurs. Et toi, Guido, tu t'en fiches éperdument du temps présent. Parce que le temps présent n'existe pas. Il existe seulement quand il s'est solidifié dans le passé. C'est la mort, la juste perspective. Et c'est pour cela que tu chantes. Pour réveiller les choses mortes. Pour les rappeler un moment encore. Avant qu'elles ne s'évanouissent pour toujours. Comme Orphée. C'est que Guido est comme s'il était déjà mort. Cette terre me donne envie d'écrire. Poésie, poésie, poésie atroce, d'une délicieuse impudeur. Hein, la pornographie devient rarement rare. Peut-être. Bon. Quant à moi, que dire? Qui suis-je? C'est si étrange. Parmi tant de choses étranges. Un truc entre les jambes appelé Guido Gonzalo. Ce sont ces orchidées qui m'exaltent. Je sens encore cette odeur de l'Inde imprimer mes narines. Quand on est allé en Inde,
On rentre au pays transformé. Et tout change. Le temps, les attentes, les pensées, les ambitions, les amours, les passions. Tout ce à quoi, en somme, nous accordons de l'importance pâlit. Révèle peu à peu son néant. Seul reste cette odeur, collée à la peau. L'odeur des fleurs, des hommes. L'odeur du Gange où les corps continuent à s'immerger. Et on ne voit pas la beauté de la plaie. Tout l'air palpite d'une odeur de mort, alimentée par les feux. C'est peut-être ça, la vie. S'immerger sans peur dans les eaux de la mort. La poésie, peut-être, même si elle est au rabais. Mais tous les arts le sont, effrités au premier coup de canon, s'évaporant comme la rosée au premier souffle ardent de la guerre. Mais il faut du silence, un silence très profond, pour chercher quelque chose qui vaille la peine de le rompre. Mais tant mieux s'il y a la guerre. Comme ça, je m'en irai en silence, sans que personne ne s'en rende compte. Comment parler de poésie, d'art, quand il y a la guerre? Quand il y a la guerre, quand tu vois les décombres et le sang, quand les oreilles sont abasourdies et assourdies par les bombardements, tous les plus grands artistes, les poètes les plus célèbres sombrent dans le néant, et c'est comme s'ils n'avaient jamais existé, eux et leurs œuvres. Même ceux qui travaillaient dans un climat de désastre et de destruction, de duplicité, de peste et de conjuration, produisant tout de même des chefs-d'œuvre. Ce climat, cette réalité, leur vie même ne nous touche pas. On s'en fiche complètement. Nous n'entendons plus les cris des touchés à mort et les lamentations des blessés. Nous ne distinguons plus les blessures, larges comme des mers et sombres comme des crevasses. Et le sang, même si quelqu'un le compare au manteau pourpre d'Agamemnon, anobli par le temps, en vérité, il nous oppresse toujours les narines de son odeur fétide. Et cependant, nous sommes imperméables et sourds à ceux qui furent cris, douleur, mort. Mais aujourd'hui, tout ce que nous jugions éloigné dans le temps avec une souveraine élégance, aujourd'hui, cette même tragédie est présente parmi nous et creuse ses tunnels dans notre pauvre chair. À chaque siècle, la civilisation s'estompe comme une légère patine. Et nous qui la croyons éternelle, nous sentons la puanteur fangeuse du sang et des viscères, et la douceur nauséabonde des pleurs. C'est la mort, pas de la poésie. C'est de la merde, pas de beauté éternelle. Dieu, comme je suis fatigué de toi. L'habituel pessimisme sicilien. Si tu savais, mon ami, comme la nature humaine est complexe. Oui, je comprends ton pessimisme. Et lequel d'entre nous n'est pas pessimiste parfois et voit tout en noir? Pourtant, il y a aussi de beaux moments qui en rachètent d'autres, dans lesquels nous ne croyons fermement plus dans l'homme, percevant en lui plus que les limites, les imperfections, les très grandes imperfections. Très grandes imperfections? Vraiment atroces. Vraiment atroces, d'accord. Mais permets-moi un petit exemple personnel. Oh, très humble, je le reconnais, mais significatif. Eh bien,
Après une de mes maladies qui m'avait confiné pendant plusieurs jours à l'hôpital, m'éloignant de mon lieu de travail, de mon métier, alors que je me promenais un jour le long de la rue principale, j'entends qu'on m'appelle. Je me retourne et je ne vois personne dans la rue. C'était l'après-midi et seule une petite voiture était passée. J'entends qu'on m'appelle de nouveau. Je m'arrête. Je reviens en arrière. Je ne vois personne, jusqu'à ce que je vois descendre de cette petite voiture, garée un peu maladroitement, celle-là même qui m'avait dépassé peu de temps avant. Une personne pas vraiment amie, avec laquelle je n'avais pas lié de rapport particulier, mais un collègue. Oui, un collègue, avec qui j'entretenais des rapports professionnels assez cordiaux, mais certainement moins intenses et forts que ceux que seule l'amitié peut cimenter. Il m'avait vu. Pourtant, il aurait pu poursuivre son chemin, pas vrai? Eh bien non, il s'est arrêté. Il est descendu de sa petite voiture pour venir à ma rencontre, pour s'informer de mon état de santé. Il avait été très chagriné d'apprendre ma maladie, et maintenant il me demandait comment j'allais, si j'étais guéri, etc., etc. Mais avec une grande sincérité dans les mots et sur le visage, comme a été très sincère son accolade. Il suffit d'une seule personne, une seule, voilà, qui s'adresse à nous avec une amabilité sincère, parfois quand nous nous y attendons le moins. Et cette seule personne suffit pour que nous pensions de façon différente à l'humanité qui nous entoure. Et soudain, nous nous sentons joyeux, presque en paix avec le monde entier. On le voit, oui, le mal qu'il y a, le bien, le bon, aussi infime soit-il, qui compte, qui sauve l'homme. Tu apparaissais, jolie, belle, une prêtresse, habillée à la dernière mode, un grand chapeau à plumes à la Rembrandt. Tu étais séduisante avec tes yeux brillants et ta bouche sensuelle. Tes cheveux étaient coiffés à la grecque, tes mains longues, fines, ornées de bagues. Je sentais leur métal sur ma peau. Et toi? Tu apparaissais frêle, pâle, sous ton cantasson. Manière circonspecte, regard un peu glacial, sourire tendu. Tu étais insolente comme la beauté. Je rentrais tout juste de Rome. Et moi, je revenais de la Pommeraye, je ne me souviens pas vraiment. Mais qu'importe, tu étais revenu. Ce fut l'espace d'un instant, et dans cet instant, brilla l'éclair de nos regards. Non, tu ne rentrais pas de Rome. De Rome, tu serais revenu des années auparavant. L'éclair de nos esprits semblables et désireux. Oh, comme je le sentais, de faire s'écrouler la prison de notre chair en fleurs. En ce qui me concerne, de chair, j'en ai toujours eu peu. Et toi? Rien? Tu en imposais par le sourire glacial de tes yeux, dans un sourire que tu réprimais. Tu étais parfaitement présent à toi-même, le pur littérateur plus que l'homme, l'art impassible plus que l'inquiète humanité. Nous avons appris à nous dominer. Tu sais ce que je suis? Un objet de luxe. Depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé être étendue parmi les coussins d'une dormeuse, à rêver à l'invraisemblable paradis. Tous mes vers, je les ai composés de mémoire. Je les ai médités avec une joie enivrante durant les nuits entières d'insomnie, les tournants et les retournants, dans un travail passionné d'imagination. Je les ai
j'écrirai seulement une fois l'œuvre accomplie dans mon esprit, afin de ne pas surmener par la fatigue irritante de ma plume, ma main paresseuse, et ne pas heurter mes narines ultra-sensibles avec l'odeur ingrate de l'encre. J'aimais m'entourer de parfums, de fleurs, de cigarettes, des livres des autres. Ainsi, il m'était facile d'étendre une de mes mains indolentes et attirer à moi les choses doucement inutiles. Ah, je ne peux pas supporter que tu t'exprimes avec ce danousianisme de pacotille. Tu ne fais rien d'autre qu'aller venir de ville en ville, de cercle en restaurant, de piscine en salon, à sourire à l'un et à l'autre, à faire l'œil langoureux ou rapace, un tel ou un tel, selon qu'il peut te servir ou non pour tes vers, tes damnés vers qui contrefont si mal les miens. Je vous jure, chère mademoiselle, que je ne connais pas dans la littérature féminine italienne, présente ou passée, d'œuvres de poésie comparables à la vôtre. Foutaise. La digne guirlande de sonnets que vous avez su composer vous donne la toute première place, non parmi les femmes. Parmi les femmes, vous n'avez pas de rival, mais parmi les esprits virils promis au plus bel avenir. Que des foutaises. Ce sont tes propres mots, des lettres d'au moins 6 pages. Je relis toutes les lettres que je t'ai écrites. Mais quelles lettres? Je ne t'ai jamais écrit. Jamais. Il y a tout ton cœur et ton venin dans ces lettres, que je garde jalousement. Elles sont à moi. À moi. Même si souvent, tu as le cœur d'un enfant gâté. Il a raison, Carlo, tu es un enfant gâté qui a tout eu. L'aisance bourgeoise, une maman docile, l'université, les voyages, les facilités. Et jamais une douleur. Et garde-toi ta pommerée en fleurs, des petites bergères, des servantes, des climats crépusculaires, des papillons, ton passé qui me passe, et ton présent qui n'est pas encore là. Des entretiens inutiles avec les morts, avec la poussière. Ils ne sont pas inutiles, idiote. Il est plus facile de vivre avec les morts qu'avec des vivants comme toi. Avec les vivants, on n'a que la parole. Avec les morts, on a une communion spirituelle qui vaut n'importe quelle conscience terrestre. Va! Va en Inde! Chercher ce qu'il n'y a pas. Et qu'il n'y a jamais eu. Et que tu transformes comme toi seul sais le faire, saccageant au passage dans un bel élan de fourberie les livres des autres. Et pour tromper ton monde, continue à disposer un peu partout, ça et là, des bouquets d'orchidées que tu saupoudres de l'encens narcotique de ta foi. Tais-toi, paillasse. Ta rébellion de petite bourgeoise ne t'a servi à rien si c'est pour parler comme ça. C'est trop facile. Tu es un enfant gâté. Carlo a raison. Laisse Carlo tranquille. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, Carlo? Oh, il a tout à voir. Et à bien y réfléchir, tu es bien plus qu'un enfant gâté. Tu es un lâche qui se cache derrière ta maladie. Tigresse maudite, je saurais te dompter. Bravo! J'en ai vu en Inde des bêtes féroces changer en agneau ou en chat. Ou en papillon, que tu épingles dans les pages blanches d'un poème que tu ne réussis jamais à écrire. Tais-toi! Oh, je le ferai taire une bonne fois pour tout ton rugissement obscène. Il m'attire. Oh, comme il m'attire. Mais qu'il me fait aussi horreur. Je te détruirai, et je jetterai tes restes dans le Gange, dans la gueule des crocodiles. Sans moi, tu ne serais jamais devenu quelqu'un. L'heure d'en finir est arrivée. Je te ferai taire pour toujours, gueule sacrilège. Je te détruirai. Je te détruirai.
s'asseyait à côté de ma tête. Les cheveux glissaient entre ses doigts. Je regardais son visage et luttais contre les larmes. Ma petite Colombe, ne me quitte pas, je t'en prie. Jusqu'à ce que l'agonie des paroles silencieuses lacéra mon sommeil comme un boulet. Je m'assis sur le lit et je regardais la splendeur de la Voie lactée par la fenêtre et me demandais: Carlo, reste auprès de moi, je t'en prie. Et me demandais si à cet instant elle faisait le même rêve que moi. Attention, voici l'actrice. Éblouissante par l'albâtre de son visage et la blondeur de ses cheveux, sous son casque d'or au panache blanc. C'est ainsi qu'elle apparut dans une pièce à laquelle Amalia et moi avons eu le plaisir d'assister. La voici. Et voici notre Amalia. Professeur, je vous présente notre, comment dire, amie, sœur en art et en esprit. En chair et en os. Et quelle chair et quels os! La poétesse Amalia Guglielminetti. Oh, Lionne, Lionne, pour ton plaisir, dévore-nous. Si tu as faim, fais-le, 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 fais-le. Nous t'en supplions. Cette nuit, mes amis, j'ai fait un rêve qui vous rendrait tous jaloux. Les rêves d'Amalia sont toujours empreints de jalousie et de poésie. Les rêves poétiques sont si particuliers qu'il ne nous reste plus à nous que l'envie. Ou la jalousie. De quoi foutre au diable as-tu rêvé? Avant tout, le fruit de mes réflexions sur ce rêve. L'époque où l'on interprétait l'amour comme un sentiment est définitivement révolue. Être séparés l'un de l'autre, frémir. Aimer de loin est ce qui brûlait et torturait le cœur des pauvres troubadours. Même si, au fond, je n'en sais rien, je perçois dans ce tourment de l'éloignement une certaine expression à suivre pour la poésie. Une façon de voir, donc. À Gênes, ce que la femme a se nomme touffe. Bravo, de Paoli. Toi si soigné et bien élevé. Eh bien, tu es un expert dans ces choses, avec tes poèmes païens, pleins de senteurs bimembrées de satire fissipède.
Et nous, alors, nous dirions la femme est la touffe du monde. Vous, D'Annunzio vous a ruiné. Ce sont les jeunes poètes des écoles toscanes et piémontaises, dont le chef est Guido Cozzano, qui ont déclaré que la féminité n'intéresse plus les hommes que sous ses aspects esthétiques et sensuels. Ils l'ont proclamé dans leurs vers, avec leur je voudrais mais je ne peux pas, une plainte monocorde, parfois agrémentée d'ironie, d'autres fois allégée d'un sourire, quelquefois enfin adoucie par la tristesse que seules connaissent les cloches funèbres, les tombeaux. Ne touche pas à mon Gianellino avec tes ongles de pute, toi qui n'es même pas digne de lui lasser les chaussures à cette chère âme. Moi aussi j'ai connu Gianellino, comme vous, et comme vous je l'ai aimé. Et vous tous, je vous aime, même si vous m'énervez, car nous ne savons plus aimer. Vous aimez seulement les choses qui pouvaient être et n'ont pas été. C'est une maladie, c'est contre nature. Vous êtes des snobs, vous avez peur. Vous êtes seul? Comme toujours. Ce n'est pas Valénie qui vient de sortir? Non. Je croyais que c'était lui. Oui, c'était Valénie. Et alors? Il ne vous plaît pas, Valénie, n'est-ce pas? C'est vulgaire. Ne confondez pas la vulgarité avec le courage de parler. Il ne me plaît pas. Vous êtes jalouse. De Valénie. Oui. C'est un poète de valeur. Il est beau, loyal. Il dit ce qu'il pense. Nous sommes très liés. Une amitié qui remonte à l'époque de nos études. Puis, il n'a pas attendu que mon nom commence à circuler pour s'intéresser à ma poésie, lui. Il me comprend. Nous éprouvons de l'amour l'un pour l'autre. Son caractère aventureux et rebelle m'a toujours attiré. Il est vulgaire. Je préfère sa franche vulgarité à ma finesse bourgeoise. Cela arrive, vois-tu, de préférer celui qui est différent de soi. Je ne remets pas en question son état de poète, mais sa façon de se comporter. Chacun se rebelle comme il peut. Vous, moi, tout le monde. Mais la rébellion de Valénie me plaît. Et vous croyez que Nino Auxilia est si différent? Ils sont pareils. Même si je reconnais que Valénie est plus, comment dire, sauvage, comme ces végétations en fête que j'ai vues en Inde, insolentes par leur beauté et en même temps inquiétantes. Voilà, vous l'avez dit. Il est inquiétant. Et vous, vous ne l'êtes pas peut-être? Souvent quand vous parlez, je ne suis pas à vos paroles, et le mouvement attirant de vos lèvres, et la langue caresse de vos cils sur vos joues. Et je serais inquiétante à cause de ça? Une inquiétude différente? Eh bien là, regardez Valénie avec d'autres yeux, il vous plaira. Il a le visage dur, mais un cœur de miel. Et regardez sa bouche et son cou fort et beau quand il parle.
plaira. Prenez-le lui, pas moi. Pour votre beauté, il n'y a personne de mieux. Au lieu de vous entourer de dandys insignifiants qui ne savent que babiller, ou de lettrés décorés, rien qu'académisme et pensées impudiques. Prenez-le, Amaya. Écoutez-moi, prenez-le. Ne soyez pas perfide maintenant. C'est la vie qui me rend ainsi. Les visites forcées, les rondins obséquieux et les personnes détestables et médiocres. Détestable. L'adjectif préféré de Valigny. Et les automobilistes, les socialistes, les prêtres, les tramways, le tailleur, le coiffeur, les parents, les docteurs, les hommes qui me dégoûtent tous, et les femmes qui me font de la peine, toutes. Parfois, je me demande avec terreur ce que je deviendrais si je n'étais pas malade, et si je devais reprendre une existence normale. Mais je me réponds que si je n'étais pas malade, je ne serais probablement pas dans cet état d'esprit. Seule la mer me purifie. C'est seulement face à la mer que je sens mon âme légère et pure, comme née d'hier. Croyez-moi, je ne me reconnais pas moi-même. Et je frissonne à l'idée que vous, qui souffrez des choses vulgaires, puissiez me voir comme cela. Il faut que je disparaisse. Que je disparaisse. Ne me criez pas, Guido. N'ayez pas peur de moi, je ne veux pas de mal. Essayez de comprendre. Je dois partir. Ne plus se voir est peut-être la meilleure chose. Mais ce n'est pas possible que vous partiez ainsi. Nous nous verrons demain. Vous ne me demanderez pas pardon pour vos paroles. Nous ne nous donnerons pas d'explication, nous ne nous dirons rien. Nous laisserons seulement nos âmes se rapprocher un peu, nos mains se joindre légèrement, avant de nous quitter pour longtemps. Comme vous le voulez. Une petite trêve de rêve pour vous et pour moi. Je ferai comme vous le dites. Nous oublierons qu'il y a des choses, des hommes, des femmes. Nous aurons l'impression d'être seuls au monde ou d'être hors du monde. Ça vous va? Si vous voulez veiller, nous garderons le silence. Si vous voulez dormir, vous poserez votre tête sur mon épaule. Et puis nous nous dirons adieu. Maintenant, partez. Je vous en prie. Le jour en chemise et le soir en tenue de soirée. Terre enchantée. On a l'impression de vivre dans un paradis fantastique
Aucune photographie ne peut reproduire l'orgie de la merveilleuse végétation qui nous entoure. C'est un véritable Éden. L'Inde. Comme le souvenir de l'Inde a profondément marqué mon Gustavo. Sûrement une expérience inoubliable, rare. Vous êtes pour moi comme une belle sélénite. Une belle sélénite qui aurait envoyé à l'aide de mystérieux engins quelques douces paroles. Mais pourquoi n'écris-tu pas plus clairement? Quelques douces paroles à ma mélancolie sublinaire. Cher ami, si vous voulez que je pense et écrive sur vous plus humainement, envoyez-moi un document de vie. Envoyez-moi une photographie. Faites que je puisse voir votre personne. Le menton, la bouche, aussi les yeux, le front, une main se plie de vos cheveux, voulez-vous? Oh, mais quelle sottise! Savez-vous, madame Annie, que vous appartenez au type de femme que j'apprécie? Entre parenthèses, elles me plaisent toutes, de 15 à 45 ans, mais vous êtes du genre qui m'attire le plus. C'est la vérité, je ne cherche pas à vous flatter. Oh, mais quelle effrontée! Je travaille beaucoup, je ne demande rien d'autre. Et j'ai aussi un peu peur de vous qui me fait trop rêver, et l'air de rien me tenter avec le charme de l'inconnu. Pourtant, viendra le jour où nous nous serrerons la main et nous nous regarderons dans les yeux, vous ne croyez pas? Ce sera peut-être à Rome, au printemps. Au printemps. À Rome. Oh, mais tu n'iras nulle part! Votre silence, Guido, oppresse l'âme. Encore vous? Vous êtes en train de m'oublier. Je le sens. Je sais qu'une femme est à vos côtés. Une femme? Quelle femme? Je l'imagine. Fine. Le regard un peu langoureux. Comme sa façon de s'abandonner. Mince, grande. Et habitée par un lourd et triste secret. Mais quelle sottise. Mais je n'en suis pas à l'aise. Je suis envieuse. Dites-moi, Guido, quelques paroles tendres. Inventez-la si vous ne la trouvez pas. Cherchez-la si vous ne l'avez pas. Et donnez-moi un peu de cette douceur. J'ai peur de vous apparaître seulement digne de pitié, de compassion. Et je ne veux pas, comprenez? Je ne veux pas de votre commisération. Vous n'êtes jamais allé en Inde. Vous ne pouvez pas comprendre. Ces derniers jours, j'ai posé pour un pain. Ah! Ça vous déplaît? J'en suis heureux. Du moment qu'il vous a peint comme vous êtes. Je ne sais pas quoi en penser. J'ai un air d'impératrice byzantine entre hiératique et majestueux. Très bien, je me sais. Si vous pensez que c'est bon pour la paix de votre âme. Quand je m'étends sur la plage, suivant le jeu du ressac ou les premières étoiles qui s'allument, je sens que je suis plus en communion avec vous qu'en utilisant des mots.
ça que je dis. Bienvenue au silence. Croyez-moi, j'ai de vous une image douce et immuable, revigorante pour ma fatigue. Comme est doux à la fatigue du voyageur le souvenir d'une pause estivale dans un jardin ombragé. Vous avez oublié cette journée, mon vieux. Certains de nos gestes de cette journée nous reviennent en mémoire, par fragments, mais comment pouvez-vous les oublier? C'est très lointain désormais, perdu comme dans la vapeur molle d'un rêve. Mais c'est vrai que nous l'avons vécu cette journée. C'est vrai. Dites-le-moi, Guido. Dites-le-moi. Dites-moi que c'était vous qui me serriez dans vos bras et qui m'embrassiez avec tant d'ardeur. Mais qu'avez-vous contre moi? Pourquoi êtes-vous si froid, si distant? Il faut que je vous regarde dans les yeux et dans le cœur. Mais regardez quoi? Regardez quoi? Pourquoi me faites-vous pleurer et regretter le peu que je vous ai donné de moi? Vous dites blindé, insensible à toute blessure. Moi, non, mon Guido. Moi, non. Je vous veux du bien. Je souffre cruellement de vous voir si distant. Je ne veux pas que tu me fuis, Guido. Je ne veux pas que tu me regardes de loin comme un étranger, que tu me revois un jour lointain comme mes yeux ne seront plus aussi brillants et mes cheveux plus aussi bruns et ma bouche plus aussi fraîche. Il n'y a jamais rien eu de ce que tu dis, Amalia. Non. Tu ne peux pas avoir tout dissous comme s'il n'y avait jamais rien eu. Regarde-moi. Je suis pour toi comme le premier jour où tu m'as vu. Pourquoi n'éprouves-tu plus ce charme? Ne me fais pas encore pleurer et regretter, Guido. Donne-moi quelques signes de bonté, je t'en supplie. En échange de toute ma tendresse. Personne, je te le jure, ne m'a jamais vu aussi dépourvu d'orgueil. Ah, si seulement je pouvais te donner une part de mon orgueil caché. Même la douleur que tu éprouves pâlirait. Et l'amour t'apparaîtrait pour ce qu'il est vraiment. Un piège de jeunesse. Un épisode négligeable dans un destin comme le mien, le tien. Et qu'est-ce que tu dis? Tu es encore avide de cueillir des fleurs et de jouir de l'heure qui passe. Pour moi, la flatterie du plaisir est intolérable. Comme un obstacle sur mon chemin, la poésie. L'ambition, je l'admets, me dévore atrocement depuis quelque temps. Je dois étudier, méditer. J'ai besoin de silence. Laisse-moi, reste près de toi. Je t'en supplie. Tu ne te rendras même pas compte que je suis là. Je ne dirai pas un seul mot. Je me contente d'être près de toi, Guido. Amalia, Amalia, tu as des yeux lumineux et une bouche tentatrice. Il est impossible de rester près de toi sans devenir irrespectueux. Je t'en supplie. Je peux te prendre les mains? Pardonne-moi, je raisonne parce que je n'aime pas. C'est ça la vérité. Je ne t'ai jamais aimé. Et je ne t'aurais jamais aimé, même si je n'avais pas été comme ça. Restant sous le charme quotidien de ta splendide personne. Non, j'aurais seulement joui, pendant quelques mois, de cette vanité esthético-sentimentale que peut donner le sentiment d'avoir près de soi une femme belle, élégante,
et désiré. Pourquoi me fais-tu sentir ma solitude si noire, si cruelle? Mais comment peux-tu, toi qui suis la même route que moi, et as entre tes mains les germes de mille espérances, comment peux-tu encore déployer la force de ta jeunesse vers un sentiment aussi fragile, aussi inutile, plutôt que vers la gloire? Je me fiche de la gloire. Je t'aime 1000 fois plus que la gloire. Mais comment peux-tu te faire avoir par une chose aussi vaine? Ta silhouette est en train de me devenir de plus en plus étrangère. L'heure de l'amitié est arrivée. Et c'est bien qu'elle soit arrivée. Je ressens, tu sais, une sérénité nouvelle dans l'âme. Et toi, tu ne la ressens pas toi aussi? Maintenant que nous nous sommes parlé clairement, et que nous avons dissous les liens qui nous retenaient misérablement enchaînés à cette pauvre chair. Je t'aime, Guido. Je t'aime. Une bonne fois pour toutes. Avec toi, qui as l'esprit féminin le plus noble que j'ai jamais rencontré. Et avec toi qui dis m'aimer. J'ai toujours été, je veux être encore sincère. Je ne t'aime pas. Il est préférable de ne plus se voir.
Les artistes sont bons, le bon dialogue, le bon dialogue. Les réactions. C'est ça parce que David, il y a des maisons, c'est ça. Non, par contre, même en Italie, Ah, t'as coupé au montage. il va. On arrête.